Et parlons digital. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir ni plus ni moins que le mage du SIA, Alexandre Falk, qui m'a fait la gentillesse de répondre à mon invitation. Puisque vous le savez, quand on me pose une question qui va au-delà de mes compétences, je fais appel à un expert. Et aujourd'hui, Alexandre, la question qui nous a été posée, c'est pourquoi faire du SIA? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Bonjour Elodie. Alors le SIA, donc Search Engine Advertising, enfin, je l'ai probablement trop dit en français avec mon accent, mais c'est pas grave. Mais globalement, le SIA, c'est donc le référencement payant. Donc les plateformes les plus utilisées à ce niveau-là sont Google et dans une moindre mesure Bing. Mais là, c'est effectivement sur du search, de moteur de recherche. On peut aussi avoir du SIA sur des marketplaces type Amazon. Donc en anglais PPC, Pay par click. Tout ça, ce sont des acronymes qui veulent dire en fait quasiment la même chose, sauf que globalement, voilà, un entrepreneur qui va se lancer probablement va d'abord se lancer sur Google Ads, alors en fonction de son marché, des optiques qu'il a, et s'il a vraiment besoin d'être sur une marketplace, parce que c'est quand même plus compliqué, c'est différent. Donc je pense qu'aujourd'hui, Google doit capter facilement, alors si on met Amazon en face, 70-80% du market. Donc on peut pas y échapper. Et du coup, pourquoi faire du SIA? Moi, je répondrais de manière assez synthétique en disant le SIA permet en fait de faire de l'acquisition de leads ou de vente de prospects. Donc en fait, c'est un levier à la performance, c'est pas un levier de visibilité ou d'awareness qu'on peut retrouver par exemple sur du display, YouTube, social ads. Alors social ads, ça fait les deux en réalité, mais globalement, le SIA c'est vraiment un levier intentionniste. Donc les internautes font une recherche qui est dédiée particulier sur une thématique, sur un terme de recherche pour le coup. Et nous, en fait, on va acheter des mots-clés qui vont essayer de répondre à ce terme de recherche. Si je prends un exemple, un internaute qui cherche voilà, des vélos électriques pas chers. Alors globalement, on peut acheter vélo électrique, vélo électrique pas cher, vélo électrique bon plan. Il y a des ciblages qui sont différents, large, exact, expression. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se positionner sur ces termes de recherche les plus bas de funnel possible pour en fait en faire de l'acquisition. Alors c'est vrai que cette acquisition a plusieurs niveaux. Il y a soit de la vente en direct, ce qui peut être compliqué sur un vélo électrique à 2 000 à 3 000 euros, ou dans l'automobile. C'est un bon exemple. On ne vend pas des voitures sur site, ça va être en concession. Donc globalement, il y a des actions de conversion qu'on va essayer de remonter sur ces sites, type télécharger une brochure, faire un essai en concession, trouver une concession. Ça peut être tout simplement ça, les car conf. Je pense que ça doit te dire quelque chose, Elodie. Ça me parle un petit Et, peu. et globalement, voilà, donc il y a du lead gen, donc la génération de leads, donc pour essayer de capter un maximum d'informations sur ces internautes pour pouvoir par la suite soit les recontacter et donc les transformer pour que ce soit des clients, ou de la vente en direct, ça peut être donc de l'e-com ou du service type du voyage, personnes ou des internautes qui vont donc vouloir faire des recherches pour acheter une croisière en Italie. Globalement, on achète croisière, Italie, voyage en Italie, etc., qui va nous permettre de pousser donc une annonce SIA et une annonce sur Google à travers donc la plateforme Google Ads afin que ces internautes cliquent dessus et soient redirigés vers le site. Et là, en l'occurrence, on a le choix. On peut mettre la LP, donc la landing page qu'on souhaite au niveau de la redirection. Donc, ça peut être la home page comme une LP spécifique ou une LP dédiée. Donc, voilà, vraiment, au niveau des opportunités, on est très, très libre de le faire. L'avantage, c'est qu'on paye uniquement au clic. Donc, si des internautes voient les annonces, ne cliquent pas dessus, bon, bah, on va générer des impressions, mais on ne va pas payer. Par contre, effectivement, c'est un KPI dans le digital qu'on suit, c'est le CTR, le taux de clic. Un CTR qui est faible doit quand même nous faire poser quelques questions. Est-ce que nos annonces sont pertinentes? Est-ce qu'elles répondent aux problématiques du client ou de l'internaute plutôt? Et voilà, donc il y a différents KPI à suivre. Le CTR en est un. Et globalement, un bon CTR fait aussi réduire en fait le coût par clic. Ça fait partie en fait des différentes notes que Google attribue à une annonce pour pouvoir identifier la meilleure enchère possible et ce qui donne en fait à la fin l'ad ranking, donc le positionnement de l'annonce, si on peut diffuser et si oui, à quel niveau. OK, super compris, merci. Je sais pas si tout le monde est resté. C'est très technique, mais si je devais synthétiser ce que tu viens de dire, c'est un système, d'annonce aux enchères, qui, en fonction du clic, permet d'avoir un positionnement dans Google et de savoir si ton annonce est pertinente. Et ce que je retiens aussi, c'est que si on ne clique pas sur mon annonce, je ne paye pas. Donc ça Voilà. peut être pas mal. Je peux tester pas mal, d'options dans mes annonces. Tu fais de l'A/B testing, j'imagine, tu testes une annonce A, puis une annonce B. Alors, merci à Google de nous compliquer la tâche à ce niveau-là. Globalement,
À l'époque, en fait, on devait positionner des annonces. Alors, pour être un peu technique, 3 titres et 2 descriptions. Aujourd'hui, c'est un autre modèle. On peut positionner jusqu'à, alors de mémoire, 15 titres et 4 descriptions dans nos annonces RSA, Responsive Search Ads. Et en fait, l'IA de Google, l'algorithme, va faire des matchings au niveau des titres et des descriptions pour pouvoir sortir la meilleure combinaison possible. Donc, l'A/B test, Google le fait déjà en amont. Et derrière, en fait, on a une note que Google va attribuer à notre annonce RSA, mauvaise, bonne, moyenne, très bonne, excellente. Et en fait, ça nous permet effectivement de jauger la pertinence de nos annonces. Après, à quel point on fait confiance à Google? Est-ce qu'on va pas tenter de faire des A/B tests malgré tout? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus dans le monde du SIA. Certains experts vont dire, bon, moi, je vais faire 2, 3 annonces RSA en parallèle. Je vais, bon, sur une RSA, donner la main à Google, une autre, avoir la main. D'autres experts vont dire, bah, non, j'ai assez confiance en Google au niveau de l'algo et des performances. Je vais juste chercher une note au moins bonne. C'est vrai qu'il faut au moins une note bonne jusqu'à excellente pour être assez pertinent à ce niveau-là et éviter de payer un malus au niveau du CPC, comme je l'ai indiqué. En fait, le CTR est un indicateur et cet indicateur aujourd'hui est un facteur de coût pour savoir si on va payer plus cher ou moins cher une annonce. Parce qu'en fait, toute l'idée de Google, c'est de pouvoir afficher les annonces les plus pertinentes possibles. Et la pertinence, un des KPI du coup de cette pertinence, c'est le fameux CTR. Ok, ben merci. Tu as répondu à ma question. Donc, on peut faire de l'A/B testing ou faire confiance à Google. Ça dépend des experts qu'on a en face de soi. Si on fait une campagne SIA, c'est donc pour travailler sa notoriété, pour remonter tout en haut du moteur de recherche Google. Tes clients, c'est aussi bien des entrepreneurs que des petites entreprises, que des agences. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Alors, en fait, l'avantage de Google, c'est qu'il s'adapte en fait à l'ensemble, je dirais, des profils, des caractéristiques des entreprises. La TPE et la PME peut se retrouver dessus. La boîte qui est au 440 va également en faire probablement. Il faut savoir que le SIA, voilà, a cet avantage structurel d'afficher des annonces avant l'organique. Donc, même si on est numéro 1 en SEO, ben, en fait, il suffit qu'il y ait une annonce SIA par-dessus et en fait, on perd structurellement en fait ce classement. Il y a pas mal de sociétés aussi qui achètent la marque de leurs concurrents. Donc, pour peu qu'un concurrent ne se protège pas en SIA, bah, en fait, il y a du trafic très qualifié qui risque d'être détourné vers un site concurrent, tout simplement. On est Donc, d'accord que cette globalement, pratique, c'est moche. Il faut pas acheter les sites de ses concurrents. alors en toute transparence, il y a 2 situations à ce niveau-là. La première, effectivement, des concurrents qui le font exprès. Et généralement, ce sont plutôt des startups qui veulent se positionner sur un segment de marché très particulier ou un gros du secteur a le monopole. Et donc, effectivement, ça a du sens de pouvoir offrir une offre alternative sur un segment très particulier. Alors, je dis pas que Payfit le fait, par exemple, voilà. Je ne sais pas, mais Payfit aurait pu le faire effectivement sur des gros ERP en disant, bah, sur tout ce qui est service de paye, lorsque les gens vont chercher moi, Sage, SAP, etc., avoir en fait sur cette partie RH un positionnement particulier sur ces recherches-là, malgré le fait que ce soit des marques concurrentes. Donc, il peut y avoir un sens logique là-dessus. Mais d'autre part, il y a aussi des concurrents qui se positionnent sur une marque sans le faire exprès. Je vais garder le cas de l'automobile. Si un internaute cherche, par exemple, voiture électrique Tesla, coup, dire Peugeot achète voiture électrique, bah, il peut se retrouver en fait à diffuser sur du Tesla, sachant qu'il a juste acheté voiture électrique, mais qu'il n'a pas exclu l'ensemble des concurrents sur le marché. Ça arrive de manière régulière. En plus, il y a des formats de campagne qui scannent le site et on n'a pas nécessairement toujours la main, donc il faut vraiment faire ce qu'on appelle en SIA du SQR, donc Search Queries Request. Donc globalement, voir tous les termes de recherche et sortir, exclure ces termes de recherche qu'on ne trouve pas pertinents ou qu'on ne souhaite pas afficher dessus. Ouais, alors je le dis, je sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, dans l'automobile premium, on ne fait pas ça, dans le sens où on n'achète pas, on a un gentleman agreement et on n'achète pas les mots-clés des concurrents et on n'achète pas les marques des concurrents et on fait très attention à ça et donc on a des agences hyper rigoureuses sur ce que tu viens d'expliquer en termes d'exclusion des mots-clés, qui pourraient être problématiques dans ce domaine-là. Mais j'entends que c'est pas pareil dans tous les secteurs. C'est ça, et voilà, en plus, ça peut arriver de manière inintentionnée. C'est vrai qu'il y a pas mal de secteurs où il y a ce gentleman agreement où tous les acteurs essaient de faire attention, mais là, effectivement, dans l'automobile, ce sont des sociétés qui ont un certain volume d'affaires, de notoriété qui s'est déjà imposé sur certains segments, à Renault, Peugeot, Mazda, Total.
pas Total, je m'excuse de Total, c'est plutôt un fournisseur de carburant, mais c'est pas grave, ils apprécieront. Mais globalement, oui, il n'y a pas d'intérêt particulier pour les très grosses marques de le faire. Après, l'avantage de Google Ads, c'est qu'il y a des techniques un peu secrètes. Il fallait cibler, par exemple, des visiteurs d'un site concurrent. Donc, Peugeot peut cibler, disons, Renault. Mais en fait, à travers d'autres leviers que le search pur, d'où l'inventaire Google Ads, par exemple, afficher des publicités YouTube, display ou Gmail Ads à des internautes qui ont fait des recherches auparavant et qui peut être donc des recherches d'internautes, des recherches qui visent des concurrents. Et là, effectivement, en fait, c'est en sous-marin, on peut pas le détecter, c'est invisible. Et donc, on peut essayer de démarcher certains clients de cette manière, mais donc pas sur du pure search, mais sur YouTube Display ou Gmail Ads. C'est hyper malin. Ils sont forts chez Google. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Je crois qu'on est armé pour savoir ce qu'est le SIA et pourquoi il faut en faire pour gagner en notoriété, pour être le premier sur le moteur de recherche devant même tous ceux qui ont fait les super bonnes pratiques en SEO. Puis, on ne paye que si on clique. Donc, on a vraiment tout intérêt à tenter d'essayer d'utiliser ce canal. Alexandre, si on veut faire appel à toi en tant qu'expert, où est-ce qu'on te trouve? Sur LinkedIn, tout simplement. Aujourd'hui, je suis uniquement présent sur LinkedIn. On peut me retrouver donc sous mon vrai nom, Alexandre Falk, ou est le mage du SEA. Je fais effectivement pas mal de publications pour donner les meilleures pratiques, les tips, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Alors, globalement, mon expérience, mon retour que j'ai sur ces différents leviers d'acquisition, je le partage honnêtement et en toute transparence. Donc, c'est vraiment du contenu gratuit et je pense assez qualitatif. J'ai pas mal de retours à ce niveau-là. Je suis assez content. Il faut savoir que je me suis lancé il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai que voilà, si j'ai un conseil à donner pour toutes les personnes qui veulent se lancer dedans, faites du contenu de qualité. Ne se désespérez pas. Moi, j'ai commencé avec 3 likes quand j'ai lancé mes publications, mais globalement, il faut garder un rythme et être vraiment qualitatif. Et l'idée, c'est vraiment de montrer de quoi on est capable, de quoi on parle. Et je pense que ça aide. Et voilà, c'est aussi un mindset en se disant, je suis prêt à partager gratuitement. Et moi, je le fais de bon cœur. Ok, merci beaucoup. On sait où aller si on a besoin de tips en SIA. Ensuite, Alexandre Falk sur LinkedIn. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous dis à bientôt. Merci.